La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Vous écoutez un Reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un Reflet d'ici par mois, un récapitulatif des nouvelles du mois. Voici les principaux titres pour cette semaine. Le festival Musique du bout du monde à Gaspé. C'est une expérience qui commence à partir du stationnement, en fait, puis après ça, il y a la découverte du territoire. Il y a des gens qui n'ont jamais été au sommet du Bécharnaise, ça fait partie aussi de l'expérience. Dévoilement de la programmation des spots. Les gens qui étaient là depuis longtemps nous ont dit là, que c'était un record d'assistance scolaire de toutes les éditions qu'il y avait. Madame Bolduc et le musée partent en tournée. C'est la même thématique là, qui est abordée dans l'exposition itinérante, donc on voulait mettre davantage en valeur le côté ambulant de Madame Bolduc avec sa troupe, bien entendu. Robin Servant, musicien acclamé, en concert en Gaspésie. C'est que j'utilise des petits haut-parleurs de surface qui permettent de faire vibrer la surface sur laquelle ils sont collés. Fait que jouer dans une église, c'est extraordinaire parce que je peux prendre les vitraux comme haut-parleurs. Ouverture de la salle de cinéma Les Perséides. Je dirais que le mot qui est revenu le plus souvent depuis qu'on a ouvert, c'est « wow ». C'est vraiment, les gens rentrent dans le bar lounge et tout ça, puis là, ils découvrent tout un espace qui a été aménagé par notre designer là, patrimonial. Projet de restauration et d'aménagement de la barre de sable du Barachois de Malbaie. Donc, c'est ce qu'on a fait. On va planter d'ici 2024 au-delà de 2000 arbres. Campagne de financement lancée pour soutenir le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. La ville de Percé a confié en mars 2021 le mandat à la Société de développement économique de Percé, qui est un organisme à but non lucratif, le mandat d'implantation de l'école. Le réseau intermunicipal des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie met en place des mesures de bannissement à l'enfouissement. Il y a une valeur de revente importante sur les marchés, donc c'est pas normal qu'on enfouisse encore cette matière-là chez nous en 2022. La revue d'actualité. Bonne émission. Nous discutons cette semaine avec Steve Pontbriand, co-directeur général de Musique du bout du monde, pour parler de la 18e édition du festival qui aura lieu du 11 au 14 août. Bon, bah justement, j'aimerais commencer avec toi. Si tu pouvais nous faire un petit historique. Toi, je sais que ça fait... Attends, ça fait bien 2 ans? 3 ans? Depuis 2020, ouais, depuis le tout début de la pandémie, janvier 2020. C'est ça, je me suis dit, tu as commencé un peu sur les chapeaux de roue avec la pandémie. Comment tu l'as vécu, toi, justement, c'était tes débuts à la direction?
Ben écoute, moi d'abord, j'étais impliqué au comité de programmation avant 2020, donc je connaissais bien là, le festival un peu de l'intérieur. J'ai été au conseil d'administration aussi pendant quelques mois. Puis quand je suis arrivé en janvier 2020, on se lançait pour une superbe édition. On était déjà en train de finaliser les contrats avec les artistes, puis tout ça. Puis le grand boom est arrivé, je dirais. Là. On y a vraiment cru jusqu'à la dernière minute. Il y a eu quelques événements d'annulés aux États-Unis, South by Southwest, le Big Ears, des événements qu'on suivait. Puis bon, il y avait lieu au printemps. Fait qu'on avait confiance encore. Jusqu'à la toute fin, là, avant que le gouvernement annonce là, l'annulation des festivals, je crois que la veille, on a même émis une communication qui disait qu'on était prêt à surmonter les enjeux que ça allait impliquer. Mais finalement, le lendemain, on a dû se rétracter parce que par décret, là, les festivals étaient tous annulés. On a quand même exploré d'autres avenues, tu sais, des avenues qui ont marqué un peu l'avenir dans le sens où en 2020, bon, premièrement, on a fait des spectacles sans public, une série de spectacles de la scène au salon, donc dans divers lieux de diffusion qu'on avait l'habitude de visiter pendant le festival, le Brisbees, le All-In Mall, le Bar La Voûte. Puis après ça, on a animé la rue de la Reine. On a rendu la rue de la Reine piétonne pendant 5 fins de semaine avec une animation rien de comparable à ce qu'on pouvait vivre durant le festival, mais ça nous a permis quand même de rester actifs. Puis en août 2020, quand le gouvernement a autorisé les rassemblements de 250 personnes, on a fait un spectacle dans un lieu qui n'avait pas d'électricité, qui n'avait jamais été utilisé à cette fin-là là, de diffusion de spectacle. Une pointe, une clairière finalement située sur la piste cyclable à proximité du centre-ville, à 2 km de marche à peu près. Puis, ben ça, de nous déployer dans un lieu qui n'était pas conçu nécessairement pour ça, ça nous a inspiré l'année suivante, le Mont-Béchervaise. Donc, en 2021, on a un nouveau plateau de diffusion là, qui a été mis en place. Puis encore cette année, en 2022, le Mont-Béchervaise, tout comme le Lever du Soleil, là, seront de retour avec aussi la rue de la Reine, en fait, qui n'a pas été animée là, dans le cadre du festival depuis 2019. Puis le fameux chapiteau là, qui va être, lui, déployé au même endroit que l'an dernier, là, à l'Arche de l'éveil collectif, à 2 pas de la marina de Gaspé. Donc en fait, vous avez comme fait un mix un peu de ce qui se faisait avant versus une version plus, j'appelle ça peut-être éclatée sur le territoire, parce qu'avant c'est comme assez haut, ça tournait pas mal autour de la rue de la Reine. Comment les gens le prennent ça avec ce que vous avez vécu l'année passée, le fait d'aller au Mont-Béchervaise ou d'aller à la gare intermodale ou de se déplacer? Tu vois, ben c'est ça, ces déplacements-là, même 2020, un spectacle de Clay & Friends dans cette clairière-là, qui impliquait une marche de 2 km, ça a surtout même été bien accueilli, en fait. Tu sais, c'est une expérience qui commence à partir du stationnement, en fait, puis après ça, il y a la découverte du territoire. Il y a des gens qui ont jamais été au sommet de Béchervaise, ça fait partie aussi de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont allés durant l'hiver, mais il y en a beaucoup soit qui ne sont jamais allés du tout ou qui ne sont jamais allés durant l'été. Donc, c'est quand même une expérience en soi de monter avec la chaise, la remontée mécanique, de descendre à pied. Ça a été super bien reçu. En fait, c'est pour ça qu'on réitère l'expérience. Là, on n'a pas eu de commentaires négatifs par rapport à ça, outre que l'horaire était parfois serré, donc on a réfléchi l'horaire en conséquence pour qu'on soit moins à la course. Là. L'an dernier, là, entre les spectacles au sommet de la montagne puis ceux à la clairière, là, il y avait à peine 1 heure, puis ça impliquait quand même des déplacements, une marche de 2 km, etc. Fait que là, cette année, ça a été revu. Est-ce que tu as des noms, quelques noms à nous donner pour cette édition du festival, dans le fond au niveau des artistes et au niveau peut-être des animations qu'il va y avoir sur la rue de la Reine? Ben, c'est sûr qu'on lance les festivités sur la rue de la Reine, un grand retour là, avec le Petit Béliveau, qui fait sensation un peu partout au Québec. D'ailleurs, il est venu au Centre culturel Le Griffon il y a quelques semaines, puis ça a été vraiment un super spectacle. Donc là, il va être en mode festival sur la rue de la Reine, c'est-à-dire qu'il va être présenté gratuitement aux festivaliers sur la rue de la Reine. Ensuite de ça, il y a 7 spectacles là, sur la rue de la Reine, sur la scène de l'Auto-Québec, là, qui vont être déployés, mais il va aussi y avoir des prestations d'art de rue spontanées, d'autres prestations plus fixes, mais des belles propositions là, pour animer la rue de la Reine.
Sinon, au sommet du Mont Béchervaise, là, Flore Laurentienne, en fait, c'est un spectacle qui va être vraiment particulièrement hypnotisant. La proposition musicale, complètement instrumentale, puis le décor, là, c'est vraiment un match parfait pour ce lieu-là. Je le recommande chaudement. Il va y avoir aussi Cora Flamenca puis Laura Nicoué sur ce plateau-là. Puis, sous le chapiteau, donc les soirées festives sous le chapiteau à la scène Hydro-Québec, on ouvre avec Lisa Leblanc. En première partie de Lisa Leblanc, il va y avoir un band de la Louisiane qui s'appelle Shawa, un mélange entre un band de scène, mais aussi la fanfare. C'est vraiment, il y a quelque chose de très, très, très festif de cette band-là. Cette soirée-là va se terminer avec Lisa Leblanc. Soirée indie rock le vendredi, donc avec les Louanges puis Franklin Electric. Là, les amateurs de rock vont être bien servis. Puis un samedi, tout en haut en couleur là, avec Ghetto Kumbé puis Lido Pimienta, deux groupes qui viennent de la Colombie. Ça va être très dansant. Ghetto Kumbé qui vont nous amener un peu vers l'électro, Afro House. Ça va être vraiment une soirée à se délier les jambes. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Puis après, on a une série de spectacles aussi chez nos partenaires. Une série qui s'appelle la série Notre bout du monde. On va aller dans des restaurants, dans des cafés, des buvettes, des bars, des centres communautaires, au Centre culturel de Griffon, à Rivière-au-Nord, à Douglastown, au centre-ville, un peu partout. Il y a 18 spectacles qui vont être présentés dans cette série-là, certains au déjeuner, d'autres en fin de soirée. Je recommande vraiment aussi ces expériences-là un peu plus intimes, là, où c'est parfois la capacité, c'est une centaine de personnes, mais on va vraiment vivre des moments magiques aussi dans cette série-là, avec des artistes de la région, puis aussi des artistes de la relève là, du Québec. Avec bien sûr terminé avec un lever de soleil. S'il fait beau. On n'en parle pas tellement parce que il est déjà complet, il affiche complet depuis quelques heures après l'ouverture des billets. Vieux Farcatouré, c'est vraiment un rêve de programmateur, ça c'est certain, qui viennent à Gaspé comme ça. Je pense qu'il va y avoir 2 dates au Québec dans cette tournée cet été, dont Gaspé. C'est vraiment une chance inouïe qu'on a d'avoir Vieux Farcatouré avec nos levées du soleil. Ça va être juste incroyable. Encore une fois, l'harmonie entre le paysage puis la musique. J'invite les gens à aller écouter son dernier album qui vient tout juste de sortir, Racine, puis de s'imaginer, de se fermer les yeux, puis de s'imaginer au Cap Bonami. Là, c'est vraiment un match parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Après 2 années de pause, les spots, spectacles publics ouverts à tous, sont de retour et ont le plaisir de présenter cet été 4 concerts sur le parvis de l'église l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière. Julie Fournier-Lévesque nous dévoile la programmation. Bonjour, je m'appelle Julie Fournier-Lévesque, je suis directrice générale de courant culturel Rocher-Percé à Grande-Rivière. Alors bonjour Julie, depuis la semaine, enfin non, c'est depuis déjà 2 jours maintenant qu'on se parle. Vous avez commencé déjà à diffuser des spectacles à Grande-Rivière. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de l'historique des spots, des spectacles publics? Est-ce que tu peux me donner déjà le nom exact? Oui, en fait, le premier spectacle a eu hier. Cette année, dans les dernières années, ça s'appelle les spots, spectacles publics ouverts à tous, mais ça fait suite à une longue série là, qui s'appelait Chapeau à nos artistes, où on passait là, littéralement le chapeau à la fin là, pour récolter des sous pour financer les activités. Mais donc, c'est ça. Cette année, c'est la 4e édition là, des shows spots à Grande-Rivière sur le parvis de l'église. Est-ce que par rapport aux éditions, je sais que vous avez eu une petite coupure de 2 ans là, durant la pandémie, mais pourquoi être passé de chapeau à spot? Est-ce que maintenant vous avez rendu ça en plus non payant? C'est bien ça? Oui, la transition, c'est mon prédécesseur Samuel Méthode qui l'avait fait. Je ne sais pas pourquoi exactement on avait changé la formule comme telle, mais cette année, on a voulu nous ajouter vraiment là, le facteur non payant pour les participants. D'une part, c'est quand même plus compliqué là, de gérer des entrées à 2 $, mais on se disait que pour 2 $,
Les gens, on voulait offrir ça là, gratuit. Là. On travaille fort pour avoir tous ces gens-là. On a plus de commanditaires, dans le fond, qui nous supportent, ce qui fait qu'on est capable d'avoir ça complètement gratuit. Je ne sais pas si c'est ça ou l'arrêt de 2 ans qui ont fait que les gens se sont montrés présents. Mais hier, ça a été, là, selon les gens qui étaient là. Moi, c'était ma première édition en tant que directrice. Je suis là juste depuis septembre dernier dans l'organisme. Mais les gens qui étaient là depuis longtemps nous ont dit là, que c'était un record d'assistance là, hier de toutes les éditions qu'il y avait. Donc, les gens avaient hâte là, de la musique en présentiel. Là. Puis est-ce qu'au niveau de la programmation, j'ai regardé la programmation du mois de juillet, là, c'est quand même une programmation assez d'artistes locaux. J'imagine que c'est pour faire la promotion aussi un peu des gens de la place. Oui, c'est dans nos valeurs aussi, là, à courant culturel. Là, bien sûr, des fois, on accueille des gens de l'extérieur, mais on est allé avec des choix sûrs qu'on sait que les gens du coin apprécient. Puis, hier, c'était vraiment une ambiance là, très festive. Les artistes étaient très généreux. Pamela Roumet était là avec Benoît Jonca-Leblanc qui a joué du violon aussi. Là, c'était vraiment chouette. Puis si on peut les encourager, les artistes locaux, il faut le faire. Là, surtout qu'avec la pandémie, là, ça a été plus difficile. Donc, ça nous fait plaisir là, de les encourager. Puis est-ce que tu peux nous donner un peu pour les semaines qui s'en viennent, un peu les artistes que vous avez choisis? Oui, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, en fait, tous les spectacles ont lieu les mardis de juillet sur le parvis de l'église de Grande-Rivière à 7h30 et c'est gratuit, comme je l'ai dit. Donc, la semaine prochaine, le 12 juillet, il y a les Elements, les cousins, ces 2 cousins, en fait, qui viennent de la région de Matane, qui vont être là. Ils viennent en formule band, donc ils promettent d'avoir de l'ambiance aussi. Le mardi 19 juillet, c'est Coralie et Pierre-Gabriel Couture. Pierre-Gabriel vient de la région de Grande-Rivière. Là. Je ne sais pas si c'est exactement Grande-Rivière, mais vient du coin et est vraiment connu. Plus à saveur pop, disons, le spectacle. Puis Jean-Luc Bugeaud, qui va venir lancer son 5e album, qui fait aussi dans le country. Ça va être le 26 juillet. D'accord. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous allez continuer. C'est quelque chose que vous cherchez à reconduire chaque année. Et puis, ça se passe uniquement au mois de juillet. C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Là. C'est nos 4 shows. On fait un blitz à tous les mardis. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de bénévoles. Donc, on travaille fort. Puis, il y a beaucoup de choses durant l'été. Nous, on tient à en faire, mais on est aussi, parmi les valeurs là, de courant culturel, c'est d'avoir des activités à l'année. Ça fait qu'on ne veut pas tout faire durant la saison estivale pour être capable d'avoir aussi des ressources là, durant l'année parce qu'on pense, c'est très fort pour nous là, que la culture, il faut l'avoir à l'année. Donc, comme il y a déjà beaucoup de festivals puis d'animations, mais on ne peut pas passer autrement là, de célébrer là, un peu dans notre coin de pays là, directement à Grande-Rivière. Oui, c'est une façon d'en donner et un peu au tourisme et aussi beaucoup aux gens de la place. Oui. Bien, hier, je pense qu'il y avait énormément de gens de la place. Là. Je suis curieuse. Là, souvent, c'est ça. Ça dépend des fois. Là. Il y a des activités qui sont plus axées touristes ou selon les événements, mais nous, on essaie vraiment de s'ancrer là, dans du local. Là. Puis peut-être pour passer un peu à ce qui va s'en venir à la rentrée pour courant culturel, est-ce que vous avez des projets que vous allez offrir à la population justement pour les gens de la place? Bien, avant la rentrée, il y a un autre spectacle en danse contemporaine le 6 août prochain avec la chorégraphe Chantal Caron. Ça va avoir lieu au lever du soleil sur une plage, fort probablement le banc de Pabot. La promo va sortir bientôt. Là, on est en train de virer quelques petites, disons, technicalités là, avant de lancer toute la promo. Puis c'est ça. Puis à l'automne, on va aussi avoir la galerie Sans mur qui s'en vient probablement cet été, peut-être au début d'automne. On a une grande galerie qui va y avoir une grande galerie en verre faite de 4 pieds par 4 pieds. On va promouvoir les éléments du patrimoine culturel, du patrimoine maritime. Là-dedans, c'est un projet en collaboration là, avec la MRC pour l'entente de développement culturel. On a aussi une expo qui roule tout l'été au musée Le Chafaud à Percé, qui va, c'est de l'artiste Nadia Aïd Saïd. C'était notre premier appel à projet.
Puis le 24, ça se termine le 24 octobre. Puis le 24, on va séparer l'œuvre en 5. C'est un polyptyque, donc une œuvre composée en plusieurs sections. Puis ces 5 parties-là vont être réinstallées dans les villes directement, là, chacune des grandes villes de la MRC du Rocher-Percé. Donc ça va suivre. Puis il y a beaucoup de choses en préparation aussi. Là. Disons que ça va se mettre à bouger. Ça bouge tout le temps, en fait, à Courant culturel. Ça, puis on prendra le temps de se reparler d'ici là. Mais en tout cas, un beau panel pour essayer, pour contenter un peu différents types de courants culturels. Oui, c'est vraiment important là, pour nous. Là. On est autant dans la danse, de la musique. Avec notre mandat, on touche aussi la bibliothèque de Grande-Rivière, mais tu sais, le patrimoine beaucoup avec l'entente de développement culturel. Puis, on essaie qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Disons qu'on est vraiment multidisciplinaire. Là. On est en région, il n'y a pas 1 million de lieux touristiques. Fait que c'est plus difficile, mais je pense que c'est plus avantageux pour tout le monde aussi là, d'être plus ouvert là, dans notre offre culturelle. Merci beaucoup. Donc, prochain rendez-vous, c'est tous les mardis à 19h30. J'imagine qu'il y a de quoi, peut-être une consommation bar sur place? Oui, exact. On a le permis là, de vente de boissons alcoolisées. Donc, c'est en argent comptant, c'est pas très cher. Ça vous permet là, de relaxer un petit peu en prenant un petit verre puis en regardant le spectacle de musique. On a aussi des jus puis des boissons non alcoolisées aussi là, pour les enfants. Donc, puis tous les profits là, retournent à nos activités, mais il y a une portion des profits aussi qui vont directement à la fabrique. Donc, on fait un 2 en 1 là, pour ça. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Ça me fait grand plaisir. On se reparlera pour la prochain événement. Super, au plaisir de se reparler, puis venez nous voir, là, c'était vraiment, hier, j'étais encore sur l'énergie puis l'adrénaline, là, en fait, de ce premier show-là, là, les gens étaient vraiment heureux d'être là et nous aussi, là, on était prêts à les accueillir, fait que, voilà, on se voit la semaine prochaine. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le musée de la Gaspésie est fier d'annoncer le lancement de son exposition itinérante Madame Bolduc en tournée, qui se présentera en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Vicky Boulet, conservatrice du musée de la Gaspésie et créatrice de l'exposition, nous en dit un peu plus. Mon nom est Vicky Boulet et je suis la conservatrice du musée de la Gaspésie et celle qui a chapeauté le projet de l'exposition itinérante Madame Bolduc en tournée. Peut-être avant de parler de l'exposition itinérante, est-ce que présentement au musée, vous avez déjà une exposition sur Madame Bolduc? Au musée, présentement, non, ne serait-ce une exposition comme on pourrait l'entendre avec une salle dédiée exclusivement à ce sujet-là, donc à Madame Bolduc, non, mais on a une vitrine avec l'exposition virtuelle qui est disponible sur le site web du musée de la Gaspésie, qui est rendue disponible sur place. Et dans la nouvelle exposition permanente, il y a aussi une section qui est dédiée à Madame Bolduc, donc dans laquelle on voit un de ses manteaux et quelques-unes des pièces de collection, dont son très grand harmonica. Et il y a aussi un extrait audio dans lequel on l'entend chanter, mais présentement, non, il n'y a pas une exposition à part entière sur Madame Bolduc au musée de la Gaspésie. Donc là, vous avez décidé d'en faire une, mais d'en faire une sous format itinérant. Donc, pourquoi avoir choisi ce format-là? Oui, en fait, le projet d'exposition itinérante découle du projet d'exposition qu'on a présenté jadis au musée, donc en 2018-2019. Nous avions préparé et présenté une exposition sur Madame Bolduc qui est à peu près la même thématique là, qui est abordée dans l'exposition itinérante. Donc, on voulait mettre davantage en valeur le côté ambulant de Madame Bolduc avec sa troupe, bien entendu, puis toutes les tournées qu'elle et sa troupe ont présentées, qui ont fait, ce qui est quand même remarquable, là, de s'imaginer dans les années 1930
un groupe qui variait entre 5 et 7 personnes qui embarquaient dans une même voiture, qui partaient de Montréal ou autour, puis qui pouvaient se rendre en Nouvelle-Angleterre, en Ontario, dans le nord de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on avait présenté cette exposition-là en 2018 et c'était notre intention à ce moment-là de rendre cette exposition-là itinérante. Pour toutes sortes de raisons, le projet a dû être décalé dans le temps, changement de direction, une pandémie, la recherche de financement déposée auprès de Patrimoine canadien pour obtenir les sous pour la transformer en exposition itinérante. Donc, c'était déjà dans nos cartes, mais la raison pourquoi ultimement, là, fondamentale, pourquoi on voulait que l'exposition devienne itinérante, c'est justement pour rendre compte du caractère canadien de Mme Bolduc. Donc, nous, en Gaspésie, on a un très grand attachement à elle. Elle aussi, à l'époque, c'était une fière ambassadrice de la région. Elle le chantait, elle le clamait. Mais elle est reconnue comme personnage historique au Québec et également au Canada. Et cette collection-là, selon nous, méritait d'être présentée ailleurs. Puis c'est aussi une première pour les objets de la collection de Mme Bolduc parce que jusqu'à présentement, on ne pouvait pas présenter les objets de la collection en dehors de l'institution qu'est le Musée de la Gaspésie. C'était une condition de don lorsque la collection a été donnée par sa fille, par Mme Fernande, Marie-Ange Bolduc. Donc, pour elle, pour toutes sortes de raisons, elle ne voulait pas que les objets sortent, mais avant qu'elle décède, on avait discuté avec elle et on avait convenu qu'elle avait accepté plutôt que les objets soient présentés à l'extérieur du musée selon des conditions de sécurité, puis tout ce qui entoure la présentation sécuritaire des objets dans les différents lieux. Parce que là, techniquement, vous déplacez toute une exposition qui va se monter de la même façon à différents endroits au travers le Québec, l'Ontario et Nouveau-Brunswick. Exactement. Donc, l'exposition, si des gens l'ont vue au Musée de la Gaspésie en 2018 ou en 2019, est complètement différente au niveau scénographique et du design que ce qui a été présenté chez nous. Donc, oui, c'est une exposition quand on fait une exposition itinérante, il faut vraiment réfléchir au caractère itinérant. Donc, ça va se promener. Il faut sélectionner des matériaux légers. Il faut sélectionner des matériaux durables. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'éléments à réfléchir. Et là, on est arrivé avec un design puis une scénographie qui nous permet de monter, démonter cette exposition-là, puis de la présenter dans différents lieux. Parce que si on avait, je sais pas, des énormes vitrines ou des gros cubes qui seraient difficiles à manipuler et à manœuvrer, ça rendrait le tout beaucoup plus laborieux. Puis ça se reflète aussi dans le choix des artefacts et archives sélectionnés parce qu'on a quand même dans la collection de Mme Bolduc des pièces assez volumineuses. Par exemple, un fauteuil qu'elle a eu, sa chaise berçante. Donc, malheureusement, ce sont des pièces qu'on n'a pas pu faire voyager, mais on en a sélectionné des tout aussi intéressantes qui, par leur dimension, c'était beaucoup plus facile de les envoyer sur la route. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. L'emballage de ces objets-là, l'encaissage, la manipulation, la manutention. Donc, c'est un projet qu'on mûrit puis qu'on réfléchit depuis plusieurs années, mais c'est parce que envoyer une exposition sur la route, c'est pas comme poster une lettre à son ami, à un parent. Il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir en amont pour s'assurer que ça perdure, parce qu'on veut que le dernier lieu qui va recevoir l'exposition, dans ce cas-ci, ça va être en Abitibi, qu'ils reçoivent le même produit que les premiers qui le reçoivent. Dans ce cas-ci, c'est le Collège boréal à Sudbury. Donc, c'est beaucoup de travail en amont de la présentation. Et là, d'un point de vue un peu plus humain, dans le sens où si on revient à parler de Mme Bolduc, dans votre communiqué, vous stipulez que l'incidence de Mme Bolduc dans la francophonie canadienne est grande
Est-ce que tu peux j'imagine le pourquoi aussi de cette itinérance et tout, mais Oui. comment est-ce que tu pourrais le nommer en quelques phrases, cette incidence? Ben, en fait, le moment dans lequel s'inscrit la montée en popularité de Mme Bolduc, ce sont les années de la crise économique, les années 30, donc des années très difficiles pour le commun des mortels, pour monsieur, madame, tout le monde, pour la classe ouvrière. Puis elle arrive avec ses chansons joyeuses, comiques, qui change un peu du marasme ambiant de ces années-là. Puis elle fait aussi des chroniques, là, un peu de son temps, sur des événements qui se passent sur l'avenue du R100, là, donc le ballon gonflable là, qui est passé à Montréal. Oui, merci. Je cherchais le terme exact. Donc, elle commente son époque. Elle parle des femmes. Elle parle aussi de choses, d'histoires comiques, comme je le disais. Donc, ça interpelle beaucoup les gens. Puis, qui ça interpelle? Bien, comme je le disais, c'est la classe moyenne, les ouvriers, les ménageurs, qui, à cette époque-là, au début des années 1900, il y a quand même une très grande dispersion des Canadiens français sur le territoire. Il va y en avoir en Nouvelle-Angleterre qui vont aller travailler dans les industries, dans les manufactures. Il va y en avoir aussi beaucoup dans le nord de l'Ontario qui vont aller travailler dans les mines. Donc, cette francophonie-là va pouvoir retrouver dans les spectacles de Mme Bolduc un peu le sourire pour une époque qui est pas très facile. Et donc, cette incidence-là, c'est que elle touche beaucoup de gens, mais elle touche les gens dans un moment de l'histoire qui est très significatif. Puis elle touche les gens au niveau musical. Les chansons de Mme Bolduc s'inscrivent dans une toute autre voie que ce qu'on est habitué à entendre à l'époque. Elle est beaucoup critiquée d'ailleurs par une classe, là, par un groupe de gens pour qui sa façon de parler, c'est presque vulgaire. On pourrait dire, certains vont dire qu'elle ne parle pas un très bon français, mais elle parle le français de tout le monde. Donc, c'est pour ça que son incidence est importante, puis qu'elle a parlé des choses que les gens vivaient à cette époque-là, qui se sont extrêmement beaucoup reconnus en elle. Merci en tout cas pour tous ces détails, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais pour terminer, est-ce que vous avez déjà tout un parcours de défini? On commence par, c'est le collège Sudbury, c'est ça, tu as dit? Oui, exactement. Donc là, les endroits qui ont été ou qui ont bien gracieusement accepté d'accueillir l'exposition, ce sont tous des endroits significatifs pour Mme Bolduc et sa troupe. Donc, Sudbury, le choix de Sudbury, ça s'explique parce qu'aujourd'hui, Sudbury, c'est un peu le pôle culturel des francophones du nord de l'Ontario. Donc, elle a beaucoup tourné dans cette région-là, qui se représentait donc au Collège boréal de Sudbury jusqu'au mois de novembre. Ensuite, on s'en va à Rimouski. Donc, au musée régional de Rimouski, de novembre jusqu'à mars environ. Ensuite, c'est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et on termine avec l'Abitibi parce que c'est aussi une région où il y a eu beaucoup, ils sont retournés à plusieurs reprises en Abitibi. Puis par la suite, ça c'est le parcours actuel, mais est-ce qu'il s'en ajoutera peut-être? On verra, on pourra s'en reparler si c'est le cas. Est-ce que c'est prévu de terminer ou vous allez toutes retourner les artefacts au musée de la Gaspésie? Ça revient disponible au public là-bas? Ça serait, c'est dans les cartes effectivement de présenter l'exposition sous cette forme-là au musée, mais il y a encore quelques détails. Mais ça aussi, c'est quand même, il va falloir à chaque montage et démontage, nous, on a un travail ça s'appelle de faire des constats d'état. Donc, on regarde comment est l'objet, est-ce qu'il a subi
on ne sait pas ce qui peut arriver lorsqu'on n'est pas là. Je ne peux malheureusement pas aller vérifier à toutes les semaines à Sudbury, sinon je serais souvent sur la route. Mais peut-être qu'il y aura besoin au courant de l'exposition de faire des changements d'objets, ce qu'on ne souhaite pas, là, bien évidemment, mais ça pourrait. Mais oui, on verra lorsque la tournée sera terminée. Ce qu'il y en est, on fera une évaluation de tout ça. Et c'est possible effectivement qu'elle soit présentée au Musée de la Gaspésie. Merci beaucoup, Vicky, pour ton temps. Et puis, on souhaite bonne réussite dans cette itinérante exposition. Oui, parfait. Un grand merci de l'invitation. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'Institut international d'études critiques en improvisation est fier de présenter une performance du musicien biquois Robin Servant, accordéoniste et traitement électronique, au Musée culturel de Coin-du-Banc ce mercredi 27 juillet. Robin nous donne plus de détails. Alors bonjour Robin. Bonjour. Alors on se parle aujourd'hui parce que tu vas te présenter au Musée culturel de Coin-du-Banc bientôt, là, le 27 juillet. Dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de Barachois. Ouais. Quand je lisais un peu le communiqué justement où on te présente, où tu vas présenter dans le fond comme une performance en tant qu'accordéoniste, mais traitement électronique aussi. Ouais. C'est la partie un peu qui m'intrigue et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus de qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la musique que tu vas nous offrir. Moi je joue de l'accordéon diatonique, donc l'accordéon qui est le plus utilisé au Québec. C'est accordéon en bouton. Puis, il y a quelques années, je me suis mis à vouloir transformer ce son-là. Ça a commencé avec une pédale, puis 2, puis 3, puis là, c'est rendu une espèce de truc assez tentaculaire. Mais grosso modo, je me suis créé des situations où, même en jouant solo, je peux être surpris. Parce que je suis un improvisateur, puis c'est une grosse question, le solo. Comment on fait pour se ménager des surprises quand on joue tout seul? Fait que j'ai toutes sortes de trucs dans mes systèmes qui me permettent d'avoir un peu de randomisation des effets ou avoir un peu de trucs qui peuvent jouer un peu tout seul dans certains paramètres. Donc, ce que je fais, il y a mon accordéon, il y a son des traitements électroniques, puis il y a son des synthés avec lesquels je joue. Puis aussi, un autre aspect que j'utilise, puis qui va être vraiment le fun au musée à Coin-du-Banc, c'est que j'utilise des petits haut-parleurs de surface qui permettent de faire vibrer la surface sur laquelle ils sont collés. Fait que jouer dans une église, c'est extraordinaire parce que je peux prendre les vitraux comme haut-parleurs. Ça veut dire que tu t'adaptes un peu à chaque scène, c'est un peu différent. Bon, il y a improvisation. Exactement. Mais en fonction de la pièce aussi. Oui. Chaque lieu est différent, puis mes haut-parleurs réagissent pas de la même façon selon la surface, la grandeur de la surface. Le verre résonne pas comme du métal, qui résonne pas comme du bois, etc. Fait que c'est tout le temps un peu nouveau de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est le lieu en tant que tel qui devient comme un peu la caisse de résonance des effets puis des traitements. Puis, tu sais, j'ai mon accordéon qui joue acoustique, disons, au travers de ça aussi. Puis, comment est-ce que tu en es venu? Tu nous as parlé un peu que progressivement, tu es arrivé à rajouter des pédales puis des effets, tout ça. Est-ce que tu avais une attirance à la base pour la musique électronique? Parce que tu dis que tu allies le traditionnel, tu essaies de relier le traditionnel avec la musique peut-être un peu plus moderne. Ouais. C'est quoi alors qui t'a amené dans le fond à ça? En fait, c'est que moi, disons là, si on part de loin, mon premier instrument, c'est la guitare électrique. Fait que j'avais comme une mentalité puis c'était simple pour moi, je connaissais les effets, comment ça marchait, tu sais. Quand est venu le temps de travailler mon son comme accord, parce que tu sais, je fais de la musique traditionnelle, puis je fais de la musique improvisée. C'est comme deux mondes qui se côtoient, mais qui se rencontrent pas tout le temps dans ce que je fais. Mais quand j'improvise, c'est vraiment important que les trucs puissent réagir très rapidement et que je puisse avoir des surprises. Parce que
c'est la surprise qui va m'amener à quelque part où je suis jamais allé. Donc, c'est la préparation, c'est d'avoir le canevas puis d'avoir tous les outils à m'apporter pour faire, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va arriver, mais pour pouvoir être capable d'y arriver. Puis, j'avais pas nécessairement d'attirance pour la musique électronique en tant que telle, ou en tout cas pas de la musique nécessairement beatée en 4/4, mais il y a plein d'aspects de jouer avec des effets qui se passent soit avec un ordinateur, soit avec des pédales, puis des sons hyper numériques qui me plaisent beaucoup parce que c'est vraiment l'opposé du son très acoustique de mon instrument. Fait que les effets qui glitchent, des espèces de délais bizarres, puis des trucs comme ça me plaît vraiment beaucoup. Puis là, j'ai trouvé des manières aussi de jouer avec des séquences de drums qui a un certain paramètre de hasard dedans. Donc, c'est comme des boucles qui jouent, mais c'est pas tout le temps exactement les mêmes sons. Fait que ça reste surprenant, ça reste frais. Quand on joue avec des boucles, si c'est toujours la même chose, c'est pas long qu'on a compris vraiment qu'est-ce qui se passe, puis que quelque chose, ça devient pas mal moins vivant, tu sais. Donc, en ayant des fausses boucles, en ayant des éléments similaires, mais pas pareils, ça me permet de ménager de la surprise, puis ménager aussi la surprise au public, évidemment. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que les gens vont c'est au-delà de juste un spectacle, il va y avoir une expérience auditive? Ben, c'est comme, oui, c'est un concert. Effectivement, c'est une expérience auditive. Puis c'est aussi, il y a quelque chose d'installatif parce que je vais remplir tout le lieu au complet avec des sons spatialisés qui vont venir de différentes surfaces. Donc, ça va vraiment être une expérience, en tout cas, j'espère que ça va être le fun. Moi, je vais avoir du fun, je suis pas mal sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Puis en tout cas, on te souhaite un bon spectacle mercredi. Hein, c'est ça, oui, c'est bien mercredi qui s'en vient. Oui, exactement. Merci beaucoup. Puis merci de l'opportunité de parler de mes affaires. Mais justement, peut-être pour conclure, est-ce que toi, il y a des gens quelqu'un qui voudrait connaître un peu plus ce que tu fais, et peut-être même par curiosité, est-ce que toi, tu es un petit peu sur le web, entre guillemets, ou pour pouvoir écouter un peu ta musique? Oui, ben en fait, j'ai mon projet solo que je vais présenter cette semaine. Ça s'appelle Du souffle et de l'espace. Il y a une page Bandcamp du souffle et de l'espace. Je joue aussi avec un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle Salicorne. On a un Bandcamp. Puis je joue aussi avec un grand groupe d'improvisateurs qui s'appelle Grill. Fait que ça fait plein d'opportunités à écouter. Ben, merci beaucoup. Yay! Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans le cadre du 14e Festival international de cinéma et d'art de Percé, François Cormier, directeur général et artistique du festival, nous parle de l'ouverture de la salle de cinéma Les Perséides, dans ce qui était anciennement la grange Charles Robin. Écoutons-le. Bon, alors bonjour François, comment vas-tu? Ça va bien, Marc. Bonjour. Écoute, le 15 juillet dernier, vous avez inauguré puis ouvert une nouvelle salle de cinéma à Percé. Alors déjà, je voulais juste, dans le cadre, bien sûr, j'imagine, du festival Les Perséides, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le pourquoi vous avez décidé de faire ça déjà? Ben, le projet de salle de cinéma Les Perséides, c'est un projet qui date de 2019, donc il y a 3 ans. En fait, de restaurer puis réaménager, réinventer un peu les espaces là, de l'ancien centre d'art de Percé, qui, pour l'occasion, là, on a pu aménager donc une nouvelle salle de cinéma, puis on a pu accéder aussi à une autre partie du bâtiment qu'on n'avait pas accès les 2 dernières années, là, donc qui est devenu là, officiellement notre espace bar et lounge, et aussi comptoir de billetterie. Donc maintenant, là, tous ces usages-là sont séparés de la salle de cinéma, ce qui nous permet là, d'opérer tout le bâtiment maintenant, donc
la plus grande partie du bâtiment est utilisée pour la projection des films, donc de la salle de cinéma. Et de l'autre côté, donc il y a un bar lounge où les gens peuvent venir travailler sur Internet, discuter. Il y a du café, des alcools vraiment originaux qui sont proposés là par Danny Gass de Percé, qui est vraiment notre coordonnateur là, de cet espace-là. Et c'est ouvert tous les jours, là, du mercredi au dimanche, de 15h à minuit. Et la programmation des films de chaque semaine là, est dévoilée, donc chaque lundi à 16h là, sur notre site internet perséide.ca avec un C au pluriel.ca et aussi sur nos réseaux sociaux, là, Festival des Perséides, Facebook. Donc, on enligne comme ça une programmation là, estivale là, jusqu'au 30 septembre de films d'auteur, donc de cinéma indépendant, de courts-métrages, de documentaires, de longs-métrages de fiction, des événements spéciaux, des conférences sur l'histoire du cinéma en Gaspésie. Il va y avoir une conférence justement de Jean-Marie Fallu, d'historien président là, du musée de la Gaspésie, de patrimoine Gaspésie, qui va nous raconter jeudi le 28 juillet à 16h l'histoire du cinéma en Gaspésie, parce que à l'époque, dans les années 60-70, il y avait beaucoup de salles de cinéma partout sur la péninsule. On pouvait accéder au cinéma comme dans chaque village. Et tout ça a disparu, donc il va nous raconter cette histoire-là. Et nous, en fait, la salle de cinéma des Perséides, c'est vraiment un lieu dédié pour l'éducation cinématographique, pour la découverte, il va y avoir des programmes de cinéma pour enfants. Il va y avoir le Festival des Perséides qui va se tenir ici du 16 au 21 août. Il va y avoir la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie aussi du 1er au 4 septembre. Donc, toutes sortes d'événements. Et entre les festivals et événements, donc, il va y avoir là, vraiment une programmation de cinéma d'auteur en salle. Puis là, pour rappeler aux gens que ça se situe dans la salle, dans un bâtiment Charles Robin, qui est quand même un bâtiment historique, qui a été d'ailleurs rénové aussi pour l'occasion, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est l'ancienne grange Charles Robin que les gens connaissent à Percé, qui a été construite en 1786 et qui a eu plusieurs usages là, au cours de son histoire. Donc, ça a été une ferme maraîchère, ça a été un atelier de construction de bateaux, ça a été une industrie de transformation du poisson, de la morue. Puis jusqu'en 1956, où l'artiste gaspésienne Suzanne Guité là, a transformé la grange en centre d'art de Percé, qui est devenu mythique avec le temps et qui a été fondateur aussi pour la culture en Gaspésie, parce que le centre d'art de Percé a rayonné partout dans la région, mais aussi bien au-delà de la région, dans différentes sphères culturelles du Québec et même à l'international. Et donc, ça a été très, très effervescent ici, là, le Centre d'art de Percé. Donc, nous, d'une certaine manière, on reprend le flambeau, si tu veux, de ce lieu-là qui a été mythique et, comme je disais, fondateur pour la culture dans la région par le biais du 7e art. Donc, le cinéma est vraiment notre angle privilégié, là, ce qui n'empêchera pas d'avoir d'autres types d'événements dans la salle de cinéma des Perséides, comme par exemple une conférence dont je parlais. Mais il peut y avoir peut-être des spectacles. On a été approché là, par une compagnie de danse qui demande s'ils peuvent se produire ici. Donc, on discute avec eux de différents éléments techniques que nous, on a. On a une salle quand même polyvalente, multidisciplinaire qui peut se transformer. Mais c'est vraiment le cinéma là, qui est en premier lieu notre mandat et qui va être présenté là, dans cette salle de cinéma qu'on appelle maintenant salle de cinéma des Perséides à Percé. D'accord. Alors je sais que l'inauguration puis l'ouverture de cette année a eu lieu le 15 juillet. Déjà avec un peu de recul, là, une dizaine de jours, est-ce que comment les gens accueillent, on va dire, cet espace-là? Est-ce que les gens se l'approprient? Je dirais que le mot qui est revenu le plus souvent depuis qu'on a ouvert, c'est « wow ». C'est vraiment, les gens rentrent dans le bar lounge et tout ça, puis là, ils découvrent tout un espace qui a été aménagé par notre designer là, patrimonial et qui est scénographe aussi, Pierre-André Vézina. Donc, il y a vraiment des fauteuils vintage, il y a vraiment une ambiance déjà qu'on peut saisir, là, percevoir dès qu'on entre dans ces espaces-là, puis aussi aller au bar, découvrir ce qu'on a comme la carte des alcools, des boissons et tout ça. Puis après ça, aller dans la salle de cinéma. On peut apporter nos boissons aussi dans la salle de cinéma, ce qui crée, je dirais, là, quelque chose de plus dans l'expérience du cinéma.
et aussi voir le cinéma sur grand écran. Après 2 ans, 3 ans de pandémie, on a été sur des tablettes numériques à voir des films, pas toujours dans des bonnes conditions, pas dans des conditions idéales, les revoir, les découvrir sur grand écran aujourd'hui, c'est encore une expérience tout à fait enrichissante, pertinente, collective aussi, parce que quand tu as vu un film plusieurs personnes à la fois, là, les gens se rencontrent après le film, vont boire un verre, discuter, donc ça crée des liens, ça enrichit l'expérience, et je pense que les gens là sont absolument enchantés. Merci beaucoup François, puis on te souhaite, on vous souhaite un bon été en tout cas, puis dans cette salle. Merci beaucoup. Bon, comme je disais, on invite vraiment là, toute la population à venir nous visiter. Là. On va vous accueillir chaleureusement avec toutes sortes de nouvelles propositions culturelles de cinéma là, au moins jusqu'au 30 septembre là, cette année. Et je rappelle juste aux gens que c'est tous les lundis que vous sortez. Alors quand tu m'as dit ça, je me disais mais pourquoi avoir choisi un peu l'effet surprise hebdomadaire? C'était quoi l'idée? Ben, c'est notre première saison, en fait. C'est qu'on explore des programmations pour voir comment les gens réagissent, comment les cinéphiles sont intéressés. Puis on reçoit aussi des propositions de films en ce moment de gens qui sont venus voir des films. Est-ce que vous allez présenter tel film? J'aimerais ça. Donc, les gens nous écrivent. Il y a vraiment une dynamique là qui est en train de s'installer. Puis on est à l'écoute de tout ça. Puis on veut s'adapter là parce que c'est une nouvelle salle. Il n'y a jamais eu vraiment de salle de cinéma à Percé. Donc, on doit s'accorder, là, je te dirais, là, à la communauté, puis aux visiteurs qui sont ici. Puis donc, c'est pour ça que chaque lundi, là, ça nous permet là, de dévoiler là, une programmation de la semaine. Oui, il y a un petit effet surprise là-dedans, mais il y a des films qu'on va annoncer d'avance là, parce que c'est des films importants et tout ça, puis on veut que les gens puissent acheter leurs billets d'avance et tout ça. Puis, d'accord. Donc, pour ne pas le manquer, c'est les réseaux sociaux, les perséides. Oui, puis pour l'instant, on vend seulement les billets à la porte, donc c'est au 162 route 132 Ouest, là, à Percé, tout près, à côté de la buvette Thérèse, pour ceux qui connaissent le lieu. On est vraiment ouvert là, dès 15 heures. Les gens peuvent venir acheter leurs billets, même pour des journées d'avance et tout ça. Il n'y a pas de problème. Puis on prend aussi les réservations par téléphone là, au 418-782-4379, Info Festival des Percé. Ben, merci beaucoup et bon été, François. Merci à vous de nous accueillir toujours avec un plaisir. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Conservation de la Nature Canada a travaillé plusieurs mois sur un grand projet de restauration et de mise en valeur d'un paysage typique de la côte gaspésienne, la barre de sable du Marachois de Malbaie. Olivier Perrotte-Caron nous fait part de l'amélioration du milieu, mais aussi de l'expérience visiteur qui s'est réalisée ces 2 dernières années. En fait, je m'appelle Olivier Perrotte-Caron, je suis biologiste et chargé de projet pour Conservation de la Nature Canada. Alors bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien, merci. Écoute, ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, c'est par rapport au grand projet de restauration et d'aménagement de la barre de sable du Marachois de Malbaie. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous fasses un reflet ou un résumé de ce que Conservation de la Nature Canada est et fait aussi pour ceux qui connaissent moins. En fait, Conservation de la Nature Canada, c'est un organisme à but non lucratif, privé, qui a pour mission de protéger et de gérer des milieux naturels privés à des fins d'aires protégées. Donc, au Canada, on protège, on a contribué à la protection d'autour de 14 millions d'hectares. Puis au Québec, c'est 50 000 hectares. Spécifiquement pour le Marachois de Malbaie, on conserve environ 200 hectares de milieux naturels. Est-ce que ça veut dire que vous êtes comme responsable de cette zone physiquement et aussi dans la gestion quotidienne? On n'est pas responsable spécifiquement du Marachois de Malbaie. On est propriétaire de certains terrains sur le Marachois de Malbaie, au même titre que d'autres propriétaires le sont également au Marachois.
On est un propriétaire qui a pour mandat d'assurer la protection des terrains qu'il possède. Donc, on a à travailler finalement avec les partenaires locaux, les résidents, nos partenaires financiers nationaux également, là, pour assurer la pérennité du barrage de Malbaie. Alors c'est ça, moi quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit comment est-ce que on peut aménager ou restaurer un milieu naturel dans le sens, j'avais l'impression qu'on conserve, on laisse aller la nature ou bien on la protège peut-être au niveau de l'infiltration des éléments extérieurs vers l'intérieur, mais comment est-ce qu'on est amené à devoir réaménager ou un milieu naturel comme celui-ci qu'on parle du sable du barrage de Malbaie, pardon? Oui. Ben, en fait, tu amènes un point intéressant. Un des aspects principaux de la restauration, évidemment, c'est de limiter les éléments qui peuvent perturber les milieux naturels. Donc, dans le cas de la barre de sable, il y en avait jadis. Un des principaux, c'était la circulation véhicules motorisés, donc VTT, camionnettes, autos, qui ont, au fil des années, contribué à la détérioration des milieux naturels. Donc, le projet d'aménagement de sentiers vient nous aider finalement à limiter la circulation VTT et véhicules motorisés sur la barre de sable, mais tout en favorisant un accès nature à une clientèle vélo et piéton. Donc, ça, c'est un des premiers aspects du volet de restauration, donc le contrôle finalement des éléments perturbateurs. Le deuxième élément, c'est qu'on peut venir favoriser un retour au milieu naturel initialement présent en faisant de la restauration, en faisant de la plantation. Donc, c'est ce qu'on a fait. On va planter d'ici 2024 au-delà de 2000 arbres sur la barre de sable et plus de 800 plants d'amophiles à ligule courte, là, qui est une plante herbacée qui aide à stabiliser la barre de sable contre les agents perturbateurs naturels ou anthropiques, là, donc humains ou naturels qu'on peut avoir. Là. Ben, le projet d'aménagement de sentier est complété. Donc, le sentier est ouvert au public. On invite évidemment toute la population à aller visiter ce site merveilleux là, qui permet vraiment un contact privilégié avec une nature époustouflante du barrage de Malbaie et de la barre de sable. Donc là, à partir de maintenant, le site est accessible au public, accès vélo-piéton seulement. Puis donc, sur le site, vous allez retrouver des aménagements il y a des aires de repos, il y a une plateforme aménagée de 520 mètres qui surplombe en fait la barre de sable pour protéger finalement la dune et la végétation fragile qu'on retrouve en dessous. Puis donc, l'autre volet qui est la restauration, ce volet-là a été initié dans les dernières années, mais il va se poursuivre jusqu'en 2024. Donc, on a commencé à faire de la plantation, puis on va continuer à en faire avec la communauté jusqu'en 2024 pour vraiment permettre à la nature de reprendre ses droits sur les sites qui avaient été un petit peu perturbés dans les dernières années. Là. Justement, comment, pour ceux qui bien comprendre votre rôle, comment vous vous êtes rendu compte jusqu'à quel point il a fallu mettre en place ce projet-là? Qu'est-ce qui se passait dans le fond concrètement sur le terrain pour que vous réalisiez qu'il faut mettre en place ce réaménagement-là? Ouais. Ben, en fait, le mandat de conservation de la nature, comme je le mentionnais plus tôt, c'est de protéger et de gérer des milieux naturels en terre privée. Donc, à partir du moment où on devient propriétaire, on a un engagement envers les anciens propriétaires qui ont voulu travailler avec Conservation de la nature pour protéger leur terrain, mais également un engagement avec les donateurs, les partenaires qui nous ont supportés dans nos initiatives pour conserver les milieux naturels. Donc, à partir du moment où on observe des éléments qui viennent finalement détruire la nature qu'on souhaite venir protéger, on se doit d'intervenir. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la barre de sable, mais je dois mettre de l'avant que c'est avant tout un projet pour favoriser l'accès public. C'est vraiment ce qu'on souhaitait, favoriser qu'il y ait un contact privilégié avec la communauté locale, puis la communauté touristique, là, les touristes qui viennent en grand nombre nous visiter durant l'été. Donc, les mettre en contact avec cette nature-là qui était
relativement peu accessible et peu connu du reste de la population. Il y avait quand même un certain usage qu'on voyait, là, des gens qui utilisaient la barre de sable justement pour aller sur des sites de pêche un petit peu plus loin. C'était dans les coutumes de circuler sur la barre de sable, mais là, en venant structurer l'aménagement, on favorise vraiment un accueil plus sécuritaire et plus inclusif finalement de tous les visiteurs qui souhaitent venir voir une nature grandiose, et ça dans le respect des milieux naturels. Donc, c'est vraiment l'objectif premier du projet, c'est vraiment de stimuler l'accès nature à la population locale et touristique, là. Et là, avec un petit peu de recul, comment tu ressens, est-ce que tu as déjà eu écho un peu de comment c'est accueilli au niveau de la population, peut-être déjà au niveau local, mais aussi peut-être du tourisme qui passe? Ben, là, c'est très récent, là, l'inauguration. Pour l'instant, on n'a que des commentaires positifs de nos visiteurs, quelques partenaires locaux aussi qui ont utilisé les sentiers. Donc, pour l'instant, c'est vraiment juste des bonnes nouvelles. Nous, notre objectif premier, c'est ça, c'est de protéger les milieux naturels. Donc, ça, pour ça, je dirais mission accomplie. Puis, donc, l'accès nature, ce qui est notre deuxième objectif, bien, ça va se faire au cours de l'été et des années à venir, finalement, où les gens vont s'approprier le lieu, où les gens vont venir apprendre à découvrir le site autrement. Et puis là, c'est vraiment à ce moment-là où on va avoir davantage de feedback, de rétroaction sur l'expérience du visiteur. Et pour l'instant, on a que des commentaires positifs. On y est vraiment allé avec un projet simple, mais très confortable là, pour les visiteurs, là, avec du mobilier urbain qui permet justement de faire des moments de repos, de contemplation des milieux naturels, ce qu'on n'a pas vraiment la chance d'avoir là, si on n'est pas propriétaire d'une terre sur le bord du Barachois. Donc, cet accès-là sur la barre de sable, ça permet de contempler cet immense Barachois, cet immense milieu humide-là, qui est vraiment une richesse qu'on a sur la pointe gaspésienne, là. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner concrètement la route d'accès, dans le fond, pour ceux qui peut-être passent là ou qui nous écoutent, parce que du coin de Grande-Rivière et des fois qui veulent aller prendre une marche là-bas, comment est-ce qu'on accède exactement à cette place-là? Bon, l'accès principal se fait, si vous arrivez de Percé, en fait, l'accès va se faire à partir on appelle le pont de la Crevette Rose, le pont de la plage, dans le secteur de Bridgeville à Percé. Donc, c'est juste avant Barachois. Il y a un pont qui mène à la barre de sable. À cet endroit-là, il y a un stationnement qui est administré par la ville de Percé. Donc, vous stationnez votre voiture là, puis il va être installé très prochainement un panneau qui va indiquer la direction pour avoir accès au site. C'est un panneau relativement simple. Donc, à partir du stationnement, il faut marcher environ 1,6 km ou à marcher ou à vélo, 1,6 km. À partir du 1,6 km, on rentre finalement sur les aménagements ou le site protégé par conservation de la nature, qui lui est de 1,2 km. Donc, au total, c'est un 2,8 km aller, 2,8 retour. Il faut prévoir le coût. Mais c'est une très belle balade là, qui se fait en une demi-journée à pied ou en 1 heure ou 2 maximum là, à vélo là, avec les différentes haltes de repos qu'on peut observer. Donc, j'invite vraiment la population à les découvrir et à commenter évidemment leur expérience là, le plus possible. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. Puis on vous souhaite un bon été. Merci. Est-ce que je peux rajouter un élément? Oui, bien sûr, sans problème. C'est sûr que nous, Conservation de la nature, on ne peut pas réaliser ces projets-là sans le soutien financier de nos partenaires. Ils sont nombreux au projet, fait que je prendrai quand même un petit moment pour les remercier, là. Bien sûr. Le premier étant le Développement économique Canada via le Fonds canadien de revitalisation des communautés qui nous a soutenus grandement dans la réalisation des infrastructures. Il y a le projet de partenariat des milieux naturels. Pour les milieux naturels, une entente qui est avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la Fondation de la faune du Québec et son programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, la Fondation Age of Union, le programme Interaction communautaire, le North American Wetland
Conservation Act et Habitat Faunique Canada. Donc, c'est tous nos partenaires qui nous ont, nos partenaires financiers qui nous ont aidés à réaliser le projet de mise en valeur et de restauration. Il faut aussi inclure tous nos partenaires sur le terrain, nos bénévoles également, qui nous ont soutenus durant les derniers mois pour réaliser ce très beau projet-là. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous, Marc. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Une campagne majeure de financement vient d'être lancée pour soutenir le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Celle-ci démarre en trombe avec une contribution de 1 million de dollars. Emmanuel Estérès de la Société de développement économique de Percé nous en dit un peu plus. Moi, c'est Emmanuel Estérès, je suis coordonnateur de la Société de développement économique de Percé et je suis en charge notamment donc d'implanter le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante à Val d'Espoir. Alors là, tu es où physiquement et concrètement? Parce qu'on se parle par rapport à cette campagne de sociofinancement c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Mais là, tu es sur comment elle se présente cette campagne d'ailleurs et où tu es? Là, il n'y a pas de campagne en fait comme telle. C'est-à-dire que tout le monde peut contribuer. Dans la campagne, elle est continue, si on veut. C'est-à-dire que le fonds est ouvert à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Et donc, le fonds s'appelle le fonds FEV, Fonds pour l'école de Val d'Espoir. Alors, quiconque voudrait participer au financement de l'école peut dès maintenant faire un don via la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Et pour tout don supérieur à 25 $, on reçoit un reçu à la fin d'impôt. Ça amène des déductions fiscales. Donc, il y a cette possibilité-là pour les gens qui voudraient faire un fonds, vraiment d'aller sur le site de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Donc, à ce titre-là, oui, on est en financement perpétuel. Et là, physiquement, moi, aujourd'hui, je suis au marché public de Percé, mais là, j'ai dû rentrer à l'intérieur parce que le réseau Wi-Fi ne se rendait pas à l'extérieur. Donc, là, je suis à l'intérieur du Centre d'art, Festival de cinéma Les Perséides, puis il y a des films qui sont présentés ici là, tout l'été à 19h ou 19h30, dépendamment des soirs. Ben justement, peut-être avant qu'on en revienne à cette campagne de financement, j'aimerais ça peut-être si on pouvait un peu remettre la table, le remettre à jour dans le dossier de l'école. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé avec certaines personnes à la ville avant ça, puis même à l'époque, Gaëtan Lelièvre, quand il avait fait son étude de marché là-dessus. Je voulais peut-être, si tu pouvais nous faire un reflet déjà de pourquoi et qui a parti ce projet-là de l'école de permaculture et où est-ce qu'il en est rendu maintenant dans sa phase vraiment concrète? En fait, l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir, ça a été à l'origine un projet, une réflexion qui est partie à la ville de Percé. C'est vraiment Cathy Poirier, la mairesse, qui a eu l'idée de repartir une vocation agricole à Val d'Espoir. Il faut savoir qu'à Val d'Espoir, il y a déjà eu une école d'agriculture entre 1930 et 1961. Il y a des gens, même d'Europe, qui venaient y étudier. Puis Val d'Espoir était quand même un endroit où il y avait une production agricole importante là, qui se faisait notamment au niveau des petits pois et de ces choses-là. Donc, à Val d'Espoir, il y a l'école qui a fermé en 2015, l'école primaire, ce qui fait qu'il y avait un édifice là, dont il y avait une certaine disponibilité. C'est un édifice qui est quand même occupé déjà un peu par le service infirmière, qui sert de centre communautaire, mais il y avait beaucoup d'espace non utilisé dans cet édifice-là. Et on a pensé donc à la ville de Percé que c'était vraiment une bonne idée de s'en servir pour lancer une école de permaculture et d'agriculture innovante. Suite aux études de préfaisabilité, à l'étude de faisabilité qu'a fait le Lièvre Conseil de développement de région, Gaëtan Lelièvre, eh bien, on s'est aperçu que la permaculture, il y avait une opportunité là, intéressante au niveau à la fois régional, au niveau local, mais aussi il y avait une opportunité de contribuer à la reconnaissance de la permaculture, de contribuer à structurer le milieu de la permaculture. Donc, la ville de Percé a confié là, en mars 2021 le mandat à la Société de développement économique de Percé, qui est un organisme à but non lucratif, le mandat d'implantation de l'école.
Donc, moi, j'ai été engagé en mai 2021 et depuis ce temps-là, je travaille beaucoup sur ce projet-là. Donc, de l'implantation de l'école, il y a un comité aviseur qui a été formé, qui est composé notamment de permaculteurs de partout au Québec et des gens aussi locaux, pour travailler sur vraiment développer une offre de cours qui correspondrait à la fois aux besoins de la communauté permacole et aux besoins de la communauté locale. Donc, il y a des consultations qui ont été faites, des activités d'analyse, de co-création pour imaginer un peu ce à quoi pourrait ressembler le curriculum de l'école, comment on pourrait y travailler, comment on pourrait créer quelque chose autour de l'école. Et donc là, va débuter la première formation au mois de septembre, qui est un certificat de design en permaculture. Et un certificat de design en permaculture, c'est une formation classique au niveau international qui a une reconnaissance. C'est 72 heures intensives sur le terrain avec des notions pratiques, des notions théoriques. Et il faut toujours faire à l'intérieur de ce certificat de design en permaculture-là le design d'aménagement d'un site. Et dans ce cas-ci, ce qui va être demandé aux étudiants au mois de septembre, entre le 11 et le 24 septembre, c'est d'imaginer le design même de l'école et des alentours à Val d'Espoir. D'accord. Donc là, la prochaine étape... On avait réalisé l'an dernier une campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche pour faire l'achat d'une serre on avait réussi à amasser 55 000 $ dans le cadre de cette campagne-là. Ça avait attiré l'attention de Daniel Leboeuf, qui était à ce moment-là dans les cantons de l'Est. Mais il faut savoir que Daniel était l'ancien pharmacien ici à Percé, qui avait vendu sa pharmacie il y a quelques années déjà et qui avait envie de revenir s'installer en Gaspésie. Et comme Daniel est très impliqué au niveau social et puis très, très attaché à l'environnement, à un nouveau type d'agriculture, en fait, de faire une agriculture qui serait vraiment soucieuse de son environnement, à la fois social et au niveau écologique, Daniel a eu envie de participer à ce projet-là, de se doter d'un projet de retraite. Et puis, il y avait donc de l'argent, lui, qui datait de la vente de sa pharmacie, qui était dans une compagnie de gestion et il a décidé de faire donc un don. Daniel a donné $1 million. C'est donc sur ce $1 million, là, il y a 871 000 en fait qui va servir à créer un fonds inaliénable, un fonds de capital inaliénable. Donc, seulement on ne pourra jamais entamer le capital de ces fonds-là. Le fonds ne peut que grossir. Et donc, ce sera les revenus de ce fonds-là qui, à chaque année, serviront à financer des activités de l'école, ou des projets, des salaires, des bourses, etc. Et puis, il y a la balance, donc, le 129 000 $ qui va servir au fonds de démarrage de l'école, qui va permettre donc de faire une mise de fonds. Parce qu'on sait que quand on fait des demandes de subventions pour différents programmes gouvernementaux, il faut souvent mettre des mises de fonds. Et puis, cet argent-là va pouvoir servir pour ces mises de fonds-là. Et puis participer donc au financement de l'école, du démarrage même de l'école. Septembre commence la première formation. Est-ce que suite à cette campagne de financement, dans le fond, ça vous permet justement de démarrer concrètement le projet et donc le premier cours? Effectivement, c'est de démarrer concrètement le projet. On a eu aussi des réponses favorables à certaines demandes de subventions. Les annonces seront faites bientôt parce qu'il reste encore quelques confirmations à recevoir de certains partenaires financiers pour boucler l'ensemble du budget. Mais oui, on est capable de commencer là vraiment. Il y a une première phase de travaux d'aménagement, tout ça qui sera réalisé cet automne et ce printemps, et qui devra se terminer vers la fin mars 2023. Et il y aura une deuxième phase de travaux d'aménagement qui devrait aller de mars 2023 à mars 2024. Donc, tout ça sera fait. Les cours qui seront donnés à l'école au départ seront faits en synchronicité avec les travaux qui vont être effectués sur le terrain. Et puis, l'un et l'autre vont s'alimenter. Les cours vont alimenter les aménagements et les aménagements vont venir donner de la matière pour les cours même, pour apprendre aux gens, voilà comment on fait ça, voilà comment on implante, comment on fait un design, comment on l'implante, et de vraiment qu'on puisse faire ça, suivre toutes les étapes là, pour les gens qui sont intéressés. Je disais donc qu'il y aura un premier certificat de design en permaculture qui aura lieu en septembre du 11 au 24. Mais suite à ça, il y aura aussi un cours qui va être un cours d'introduction à la permaculture qui sera offert pour les gens de la communauté qui sont intéressés à suivre ce cours-là.
Donc, on parle ici de probablement 3 jours à l'automne avec des petites notions théoriques qui seront transmises au courant de l'hiver, et puis 4 jours vraiment sur le terrain au printemps, à participer même au design de l'école. Ce cours d'introduction-là va suivre le cours de design, donc on va pouvoir rebrasser tout ce qui sera sorti, toutes les propositions qui vont émerger lors du cours de design. On va pouvoir étudier ça avec les gens de la communauté, puis là, vraiment voir à quel type de projet ils aimeraient participer, puis comment orienter le cours d'introduction à la permaculture avec la communauté, puis autour des projets qui leur sont chers. En tout cas, c'est très intéressant, puis beaucoup d'informations. Je te remercie, Emmanuel, pour ton temps. Merci à vous, Marc. C'est un plaisir. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un supplément d'informations ou si ça évoque des questions chez vous, vous voudriez éventuellement faire un topo là, à l'école de Val d'Espoir ou ailleurs. Je pense pendant la formation de design en permaculture, peut-être aux 24, si vous voulez bien voir comment ça se passe, là, ça pourrait être intéressant peut-être pour vous de venir faire un tour. Ah oui, on ira avec notre caméra d'ici la saison estivale de passer. On va pouvoir sortir sur le terrain plus facilement. Ça serait génial. Merci, Emmanuel. Merci, Marc. Au revoir. Vous écoutez un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Pour réduire l'enfouissement des matières recyclables au lieu d'enfouissement technique, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie va appliquer des mesures de bannissement à l'enfouissement. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est ces mesures de bannissement? En fait, c'est dans le cadre de notre plan de gestion de matières résiduelles. C'est un plan d'action que la Régie a adopté sur 7 ans. En fait, les deux MRC, MRC Rocher-Percé et MRC Côte-de-Gaspé, adoptent un plan de gestion pour les 7 prochaines années. Et dans ce contexte-là, l'objectif ultime, c'est de réduire l'enfouissement. Alors, réduire l'enfouissement, quelque part, ça passe aussi par le bannissement. Le bannissement, c'est interdire certaines matières à l'enfouissement. Comme nous, les matières qu'on va travailler, c'est le carton, le bois, le métal. Alors, ce sont des matières pour lesquelles on a des bons marchés, on a des acheteurs ou on a des utilisateurs sur notre territoire. Alors, on ne devrait plus en retrouver à l'enfouissement. Actuellement, quand on observe les voyages qui arrivent au lieu d'enfouissement technique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de carton qui est mis aux déchets, encore du métal et aussi du bois. Donc, cette année, à partir de l'année 2022, on va commencer à déployer des mesures pour mener vers le bannissement de ces matières-là. Des mesures d'information, de sensibilisation, d'éducation, des avis, de la formation aussi. On va observer des voyages qui vont arriver au lieu d'enfouissement technique pour, ultimement, interdire ces matières-là à l'enfouissement tout simplement. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochains mois. Vous vous donnez combien de temps pour former puis informer les gens avant d'appliquer des mesures plus drastiques? Oui, c'est ça. En fait, on devrait commencer peut-être plus à partir du mois d'août, dans ces eaux-là. Juillet, août, on va commencer, déjà, il va y avoir une séance de l'information qui va être transmise aux usagers, les usagers habituels du lieu d'enfouissement technique. Je parle ici, on a des commerces qui arrivent avec des voyages spécifiques, on a des entrepreneurs, on a des générateurs, des habitués. Alors, eux, ça va être facile de les rejoindre parce qu'on va pouvoir les accueillir à la barrière au lieu d'enfouissement technique, leur remettre une documentation, leur passer un message. Et donc, au fur et à mesure, ils vont être mieux informés, puis ils vont s'organiser pour que la matière soit bien triée en amont par ceux qui génèrent les voyages qui apportent au lieu d'enfouissement technique. Donc, on va travailler ça de façon graduelle. On va s'assurer que tout le monde reçoit l'information, mais ultimement, l'idée, c'est de ne plus retrouver du carton. Tu sais, le carton, là, il y a une valeur de revente importante sur les marchés, donc c'est pas normal qu'on enfouisse encore cette matière-là chez nous en 2022, même au Québec. Donc, je pense que le lieu d'enfouissement technique, ça coûte tellement cher, l'enfouissement, qu'on devrait le réserver aux matières qui n'ont pas de marché.
Comment vous allez appliquer ça, ces mesures-là? Est-ce que c'est comme par exemple l'agent vert qui va faire la tournée des bacs, entre autres? Non, en fait, ça va se passer plus au niveau du lieu d'enfouissement technique, notamment. C'est-à-dire, comme je disais, c'est qu'on va avoir une première étape d'information aux clients, aux habitués, donc une étape d'échange d'informations. Par la suite, il va y avoir de la surveillance, donc vérification des voyages, des arrivages au lieu d'enfouissement technique. Ultimement, il va y avoir billets de courtoisie, une démarche un petit peu plus, je dirais, de contrôle. Donc, on va émettre des avis. Pour les récalcitrants, est-ce que ça va se rendre jusqu'à une tarification supplémentaire? Peut-être même des infractions. Donc, on n'est pas tout à fait encore rendu là, mais donc c'est une séquence qui va se déployer sur une plus longue période, mais aussi avec plusieurs outils, donc une boîte à outils qu'on met en place là, pour s'assurer que le message se rende à tout le monde, à tous les générateurs, là, pour atteindre l'objectif ultime qu'on vise, nous, au lieu d'enfouissement technique. Donc, on pourrait dire que pour les mesures plus drastiques, comme vous avez dit, c'est plus, ça va venir, la décision va venir plus tard, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, exactement. On va se donner le temps. L'idée, c'est pas de dire on applique tout ça en un mois, puis on demande, on demande la perfection après un mois. C'est pas ça, mais un changement de comportement, on sait que ça prend un peu de temps, ça prend de l'accompagnement. D'un autre côté, on est en 2022, puis en 2022, tout le monde sait que le carton est recyclable. Donc, c'est plus une cachette pour personne, là. Alors, ça, là-dessus, quand on en a parlé à l'interne, l'équipe interne, là, je pense que le constat était unanime. Alors, nous, on se donne les outils qu'il faut pour, peut-être pour monter une marche de plus, je vous dirais, là, comme population globale, générale, de se dire, ben non, ça, cette étape-là, je pense qu'on peut la franchir. Alors, voilà. Quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus? Non, pour le moment, on va attendre des résultats. On pourrait se reparler dans 6 mois, 1 an pour parler des résultats avec plaisir. Bien, Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Merci de m'avoir accueilli à la Régie. Merci beaucoup. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Ce mois de juillet dans l'actualité régionale. Pour la saison estivale 2022, un poste d'information touristique sera implanté à l'accueil John de la réserve faunique de Matane selon l'Avantage gaspésien. On estime que ce lieu sera stratégique pour encourager les touristes à prolonger leur séjour dans la région. Ce projet pilote propulsé par Développement économique Matani pourrait devenir récurrent chaque été si la demande le justifie. Cette ressource est pour répondre autant à la clientèle locale que les touristes. L'école de voile Le Cormoran de Gaspé reçoit 200 000 $ de Développement économique Canada pour son projet d'agrandissement de ses installations, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Depuis 2014, le club nautique et l'école travaillaient sur le projet qui est évalué à 300 000 $. Un montant de 65 000 $ a été amassé par l'école de voile et un autre de 22 000 $ provient de la ville de Gaspé. Le bâtiment actuel sera rénové et un autre sera construit à proximité. Toujours selon Radio Gaspésie, la jeune karatéka de 13 ans, Maïka Grenier, revient fièrement avec une médaille d'argent remportée au championnat canadien qui avait lieu à Terre-Neuve le week-end dernier. Membre du club Kumite Can Gaspé, Maïka Grenier a ainsi remporté l'argent grâce à une fiche de 4 victoires et 2 revers en 6 combats chez les moins de 42 kilos. En grande finale, elle a échappé la médaille d'or s'inclinant par un seul point. Météo Cisco confirme son entente avec Glencore Canada pour l'acquisition de l'ancien site de mine Gaspé à Murdochville, nous indique Radio Gaspésie. Le 28 mars dernier, l'entreprise avait annoncé une entente en ce sens afin de détenir 100% du site où se trouvaient les anciennes installations de mine Gaspé qui a fermé définitivement ses portes en mars 2002. Déliska Richiroussi, mairesse de Murdochville, affirme que la majorité des citoyens voient d'un bon œil la reprise possible des activités de l'ancien site. Elle précise qu'à l'époque de Mine Gaspé, 80% du budget de la ville provenait des activités minières. Le copropriétaire et fondateur du complexe Chic Chac ne voit pas de discordance entre la reprise possible des activités minières et son entreprise récréo-touristique à Murdochville. La 39e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée a connu un franc succès malgré la recrudescence des cas de Covid-19. Durant les 10 jours de festivités et plus de 60 spectacles, 15 000 personnes ont foulé le sol de la Longue Pointe et ses environs.
Les grands spectacles ont atteint des assistances records, mais la tâche a été ardue pour l'organisation en raison du personnel affecté par le virus de la Covid au fil de l'événement. La Nation Micmac de Gaspé met en vente le sirop d'érable produit à son érablière située dans le secteur de Corte-Réal, nous dévoile Radio Gaspésie. Selon la coordonnatrice Claude Carignon, ce projet qui était en préparation depuis plusieurs années a franchi plusieurs étapes avant de réaliser ses premières productions. Le sirop d'érable est le seul produit offert actuellement, mais d'autres variétés s'ajouteront dans les prochaines années, dont du beurre d'érable, des caramels à l'érable et du sucre granulé. Depuis les dernières semaines, le réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins a reçu beaucoup de signalements pour des carcasses de phoques communs retrouvées sur les berges de l'estuaire. Il n'y a pas encore de signalement de phoques atteints de la grippe aviaire en Gaspésie, contrairement au secteur du Bas-Saint-Laurent. Le spécialiste en santé de la faune à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Stéphane Lair, précise que le nombre de décès de phoques communs est 8 fois supérieur cette année que par les années passées, avec 70 cas répertoriés. Ce n'est pas la première fois que cette espèce de phoque est affectée par l'influenza aviaire, mais il s'agit d'une première pour le Bas-Saint-Laurent. En Gaspésie, il n'y a pas plus de mortalité que par les années passées. Toujours selon Radio Gaspésie, le parc de la rivière Émeraude connaîtra un développement majeur au cours des prochaines années. Une firme a été mandatée pour exploiter de nouveaux espaces pour différents types d'aménagements, tout en respectant l'aspect naturel. Dès que le concept sera établi et que les budgets seront attachés, les travaux pourraient débuter dès le printemps 2023 pour une première phase. Gaspé vient d'octroyer un contrat de plus de 15 millions de dollars pour la construction de la route entre le parc industriel des Augustines et le port de mer à Sandy Beach. L'entreprise construction LFG effectuera la construction de la route de 6,3 km. Le maire de Gaspé se dit très satisfait de cette annonce puisque les travaux pourront débuter dès maintenant après 2 ans de consultation. Selon l'élu, le projet devrait permettre de créer 225 nouveaux emplois et d'en pérenniser 450 autres, en plus de retombées économiques de 200 millions de dollars en investissement privé à Gaspé. Alors que débute la campagne de vaccination pour les tout-petits, la situation épidémiologique semble se stabiliser en Gaspésie, nous affirme Radio Gaspésie. Le vaccin inoculé pour les 6 mois 4 ans représente un quart de dose de Moderna. Ce sont les enfants ayant une condition médicale connue ou ceux qui fréquentent des personnes vulnérables qui devraient se faire vacciner. Cependant, comme la maladie affecte peu les enfants de façon générale, le directeur de la santé publique Yves Bonnier-Vigé précise que le vaccin n'est pas nécessaire pour un enfant en pleine santé. Le 30 juillet, le tournoi des maîtres juniors Marquis Automobile sera présenté pour la toute première fois à Matane selon l'Avantage gaspésien. Le coordonnateur aux opérations golf Richard Lépine a lancé le tournoi des maîtres juniors de Matane dans le but de mousser l'intérêt chez la nouvelle génération de golfeurs spécialement dédiés aux 7 à 17 ans. La Régie intermunicipale de traitement des matières de la Gaspésie doit bannir le bois, le métal et le carton du site d'enfouissement de Gaspé. Cette décision a été prise en raison du nombre important de camions qui viennent décharger ces matières dans le Lette alors qu'elles pourraient être récupérées. Nathalie Drapeau explique que les conteneurs contiennent souvent du bois, du métal et du carton qui se retrouvent au mauvais endroit. Les utilisateurs à gros volume devront donc changer leurs habitudes et mieux trier leurs matières résiduelles. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Merci d'avoir été à l'écoute de vos nouvelles locales et régionales. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions, qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes par courriel ou directement sur Messenger. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous par téléphone au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous écoutez un reflet d'ici mensuel. Durant la période estivale, nous ferons un reflet d'ici par mois. Rendez-vous le mois prochain pour votre prochaine émission des nouvelles.